Alors l'exécution de Charles Ier le 30 janvier 1649 provoque un coup de tonnerre en Europe. Elle est suivie en juillet de la publication d'un décret ordonnant la dispersion des collections royales. Quelques œuvres ont été réservées par l'État ou plus tard dévolues à l'usage personnel de Cromwell, devenu protecteur. Celles qu'il avait été décidé de vendre sont rassemblées à Londres, à Somerset House. La vente donc s'étend d'octobre 1649 à l'année 1654, provoquant notamment la dispersion de sculptures, tapisseries, objets d'art, milliers de tableaux. Les acquéreurs sont essentiellement anglais, créanciers du roi, parlementaires ou riches particuliers, et phénomène inédit. Il est donc possible de devenir propriétaire de chefs-d'œuvre à des conditions très favorables. De grands collectionneurs étrangers se sont également mis en concurrence pour bénéficier de cette dispersion, rachetant à leur tour des œuvres vendues aux Anglais, ce que l'on désigne donc par le marché secondaire, ce qu'on évoquait il y a un instant. Les plus actifs de cette catégorie sont les Espagnols, dont Luis de Haro, principal ministre de Philippe IV, et le roi lui-même, représenté par son ambassadeur, don Alonso de Cardenas. Portés par la stabilité et la prospérité relative encore du royaume d'Espagne, ils ne peuvent qu'apprécier le chaos dans lequel la Fronde a précipité le royaume de France et les difficultés, souvent par eux soutenues, que rencontre Mazarin, évidemment attiré par la vente, mais aussi un des principaux protagonistes du triangle diplomatique des années 1650-1655, la France, l'Espagne et l'Angleterre. Grâce à quelques lettres bien connues, 2 listes et les 2 inventaires des biens de Mazarin, 1653 et 1661, on dispose d'informations fournies sur les tentatives d'acquisition du cardinal à partir de 1650. La correspondance connue est essentiellement animée par le cardinal et Antoine de Bordeaux, représentant officiel puis ambassadeur de France auprès de Cromwell à partir de décembre 1652. À cette date, beaucoup d'œuvres sont déjà entre les mains de la concurrence. Il semble intéressant de comprendre à partir de ce cas précis le phénomène que Christophe Paumian désigne par les origines complexes des collections publiques d'art et le rôle qu'ont joué dans leur formation les révolutions et les guerres. Je souhaiterais donc proposer des pistes pour replacer ces échanges dans leur contexte politique, diplomatique plus large, marqué par plusieurs conflits, la Fronde, bien sûr, la fin de la guerre civile anglaise et l'interminable conflit franco-espagnol. Pour ce faire, je propose donc de nous interroger sur les motivations de Mazarin dans l'achat de fragments de la collection de Charles Ier, ce qui me conduira donc à replacer ces tractations dans le contexte politique français et international des années 1649-1655, mais aussi dans le contexte culturel plus large des transferts de collections, un processus qui connaît une intensification et une accélération notables depuis le début du XVIIe siècle. Tout d'abord, combler les vides provoqués par la Fronde. Et je m'appuie bien entendu sur les travaux de Patrick Michel, à qui, je répète, je dois beaucoup. Si Mazarin ne peut participer au début des ventes anglaises, c'est bien entendu parce que la Fronde a éclaté quelques mois auparavant, et surtout parce que ses propres biens, du moins une partie d'entre eux, sont dispersés sur ordre du Parlement de Paris. La concomitance des 2 dispersions est d'ailleurs assez frappante. À partir du blocus de Paris, donc en janvier-mars 1649, le cardinal doit mettre ses biens à l'abri des attaques du Parlement. Un arrêt du 8 janvier le frappe de bannissement, ordonne la saisie de tous ses biens qui sont mis en vente le 16 février. La bibliothèque échappe provisoirement à cette mesure. Le procès-verbal de la vente, partiellement publié, fait état de nombreuses statues et bustes dispersés et quelques objets d'art. Aucun tableau, en revanche, n'est mentionné comme vendu. Mazarin, en effet, avait réussi à mettre ses biens à l'abri dès 1648, soit en gage, soit chez des banquiers, dans des monastères ou encore au Palais Royal. Les pertes sont, en 1649, donc, somme toute, limitées. Ce sont les exils successifs du cardinal, à Brûle puis à Bouillon, qui, par leurs conséquences politiques et financières, portent le plus atteinte aux collections de Mazarin, malgré les efforts intense de Colbert pour dissimuler ou tenter d'expédier le maximum d'objets à l'étranger. Les tableaux, eux, restent à Paris sous la garde de la famille royale. Mais durant ces exils, le cardinal doit se défaire de plusieurs tapisseries ayant besoin de liquidités. Et on l'a rappelé, les tapisseries se vendent extrêmement cher. Sont considérées comme perdues
et là, bien sûr, je reprends ce qui a été étudié par Patrick Michel, donc les tapisseries des Actes des Apôtres en 6 pièces, alors ce ne sont pas celles-là, hein, ce sont d'autres exemplaires, bien sûr, les Triomphes de Pétrarque et les 5 sens de nature. Entre octobre 52 et février 53, Mazarin prépare son retour. Il craint de ne plus avoir de meubles, c'est ce qui ressort de la correspondance, mais finalement, peu importe, parce qu'il lui reste beaucoup de choses, bien sûr, mais il a décidé, de toute manière, de résider au Louvre. Son palais, le palais Mazarin, devient donc un lieu de réception et de déploiement de ses collections. Mazarin va donc s'attacher à combler les vides et à enrichir celles-ci. Émerge donc la nécessité de reconstituer ce qui a été perdu durant la Fronde, notamment en matière de tapisserie. Et je reprends un extrait des correspondances entre Mazarin et l'émissaire anglais le 17 novembre 1653. Pour la tapisserie, j'eusse fort souhaité celle des Actes des Apôtres, celle l'avoir perdue, et celle d'Abraham, mais si la première est vendue, il faudra bien se rabattre sur l'autre et l'avoir au meilleur prix qu'il se pourra, mais ne la laissez pas échapper. Patrick Michel a donc fait la liste qui pourrait être sans doute complétée avec ce que vous avez mentionné tout à l'heure des tapisseries de Mortlake. Donc des tapisseries achetées en Angleterre qui sont difficilement identifiables finalement. Donc celle du manège d'après des cartons de Rubens, une autre des pariers fort belles, pas identifiables, 5 pièces de l'histoire de David, des tentures neuves, faite à Londres, probablement Mortlake donc, la tenture de Héro et Léandre, et enfin 3 pièces de tapisserie pour servir avec celle de la Passion que vous avez évoquée tout à l'heure. Et puis une dont la provenance anglaise est supposée, celle des 5 sens, mais elle n'est pas documentée. D'autre part, les motivations de Mazarin peuvent être également de l'ordre, évidemment, du goût. Le goût du collectionneur, le collectionneur averti qu'il est, le connaisseur. En Angleterre, Mazarin obtient des peintures du Corrège, du Titien, mais aussi de Mantegna, de Raphaël et de Jules Romain. Pour ces 3 derniers artistes, Mantegna, Raphaël, Jules Romain, les peintures ne sont pas aisément identifiables. Bien que son goût personnel l'oriente davantage vers la production du baroque italien, Mazarin cherche à acquérir des œuvres anciennes. Peinture de Van Dyck mise à part, on aura sûrement des informations complémentaires tout à l'heure. On peut se poser la question des motivations pour obtenir les tableaux de Van Dyck, puisque Mazarin recherche essentiellement des portraits d'aristocrates. On peut souligner l'absence donc avérée ou documentée de sculptures. Il semblerait qu'il n'y ait plus rien à acheter d'exceptionnel lorsque Mazarin est en mesure d'acheter. Cette lettre donc, du 17 novembre encore évoque une sorte de déception pour les statues et les bustes. Je crois qu'il ne faut pas songer, puisqu'il n'y en a pas de si vieux que l'on en puisse trouver de même ancienneté quand on voudra. Bordeaux confesse aussi son incompétence en matière, dans d'autres lettres, en matière de sculpture, de bustes antiques. Et puis, il faut évidemment rappeler les autres réseaux de Mazarin, à Rome notamment, les fouilles qui sont menées dans le Latium, aux alentours, fournissent déjà ces collections, ainsi que des legs et des dons de différentes personnalités de la péninsule italienne. Je voulais aussi me poser la question du rapport à la religion, parce que l'on sait qu'au moment des ventes des collections de Charles Ier, le rapport au sujet représenté dans ses œuvres a été extrêmement important. L'acte de vente lui-même, pour les parlementaires anglais, avait au départ un objectif économique immédiat, bien entendu. Il s'agissait d'éponger les dettes et de fournir de l'argent pour l'armée, mais cet acte de vente relevait aussi certainement d'une forme d'iconoclasme calviniste. La République puritaine n'avait que faire du luxe en général, dont on accusait bien entendu Charles Ier, et des œuvres d'art en particulier. Le gouvernement a néanmoins réservé les œuvres de Mantegna, les fameuses peintures des triomphes de César, venant des collections des Gonzague de Mantoue aussi, ainsi que les cartons de Raphaël, les Actes des Apôtres, qui, selon eux, relevaient
d'un intérêt politique et en partie religieux. Inversement, du point de vue des collectionneurs intéressés, du point de vue des acheteurs, tant la religion de l'acheteur que le sujet du tableau, finalement, importent assez peu. Les Espagnols repoussent d'abord, de manière un peu hypocrite, les peintures du Corrège qu'ils jugent, je cite, trop profanes. En réalité, Cárdenas, on le sait, se battra pour obtenir finalement l'éducation de Cupidon, qui risquait de tomber entre les mains du cardinal ou d'un autre célèbre acheteur. Mazarin, cardinal, italien, collectionneur, ne recule devant aucun sujet, bien entendu, qu'il soit païen, à condition que ce soit un tableau de maître et authentique, bien sûr, qu'il soit païen, chrétien ou historique. Et c'est vrai que les œuvres achetées, documentées, achetées par Mazarin, appartiennent à celles de la Renaissance italienne, pour les peintures à sujets païens qui sont décriés par les puritains anglais. Les achats de Mazarin relèvent également de ce grand phénomène qui est celui de la concurrence artistique et qui prend de l'ampleur au XVIIe siècle dans toutes les cours européennes. Il s'agit ici de participer à la vente du siècle, celle qu'on a surnommée la vente du siècle, qui en réalité est la seconde vente du siècle, après celle de la collection des Gonzague de Mantoue à Charles Ier. Cette vente du siècle, donc, n'est pas la première grande dispersion, en réalité, mais les circonstances rendent la tâche compliquée aux vendeurs aussi bien qu'aux acheteurs. Les années 1640, en effet, ont vu une surabondance d'œuvres brutalement mises sur le marché, en provenance d'Angleterre. Et pas seulement. Durant la guerre civile anglaise, tout d'abord, et Patrick Michel l'a rappelé tout à l'heure, les collections Arundel, Buckingham et Hamilton ont déjà été en partie dispersées. L'archiduc, Léopold Guillaume, gouverneur des Pays-Bas, a acquis un grand nombre d'œuvres durant cette décennie, notamment celle de la collection Buckingham en 1650 et sur le marché de l'art à Anvers, précisément, durant ces années. En 1648, le sac de Prague par les armées suédoises, donc ici il s'agit d'un schéma sur la dispersion des collections des Gonzague, mais on voit ici donc, que Christine de Suède a bénéficié du sac de Prague, comme on le sait, par les armées suédoises pour enrichir ses collections avec celles donc, de Rodolphe II. 1648, c'est juste avant la dispersion des collections de Charles Ier. Il y a d'autres freins ou d'autres difficultés. L'Europe, en grande partie pacifiée, en 1649, certes, est exsangue d'un point de vue économique. Et enfin, l'idée d'acquérir des biens d'un roi décapité et de remplir ainsi les caisses d'un État régicide n'enchante pas, officiellement du moins, les aristocrates du continent. Ces remarques éclairent donc la singularité des transferts d'œuvres qui s'opèrent entre 1649 et 1655. Ce sont des Anglais qui bénéficient des premières ventes, soit qu'ils en ont les moyens financiers, mais les grands collectionneurs ont déjà été exilés ou exécutés, soit qu'ils sont créanciers du roi et sont payés en partie en biens du domaine et donc en œuvres d'art. Ces collectionneurs sont pour la plupart néophytes. Ils alimenteront le marché secondaire avec des bénéfices parfois faramineux. Ce sont aussi, bien sûr, de riches collectionneurs étrangers. La participation de Philippe IV, de Don Luis de Haro est avérée sur le marché secondaire, ainsi que celle de Mazarin, bien sûr, mais à partir de 1653 seulement. Celle d'Évrard Jabac est quasiment certaine, bien que les preuves formelles manquent, mais là encore, ce sont des intermédiaires qui ont acheté pour lui. Léopold Guillaume participe aussi aux ventes du Commonwealth par l'intermédiaire de son lieutenant, le duc de Fuensaldania, qui envoie le peintre David Ténier à Londres. Des achats de la part de Christine de Suède sont peu documentés, voire incertains. On pense qu'elle a déjà eu du mal à absorber le butin de Prague. La nature du collectionnisme politique se modifie alors profondément. Ce qui est arraché à la concurrence internationale prend une valeur inédite. Et à cette époque, ce qui importe pour Mazarin, c'est de gagner la partie contre l'Espagne, aussi bien sur le plan politique, diplomatique, que sur le plan artistique. Plusieurs impératifs dominent dans les processus d'acquisition dont les Français et les Espagnols sont partie prenante. D'une part, les protagonistes,
Ce sont les principaux ministres qui participent à la vente, aussi bien en Espagne qu'en France. Néanmoins, on a des doutes. Enfin, non, d'ailleurs, on n'a pas de doute. Mazarin n'achète pas pour son souverain. Mazarin achète très probablement pour lui, même si Mazarin, à plusieurs reprises, rapporte qu'il souhaite offrir le palais Mazarin et tout son contenu à Louis XIV. On peut rappeler également la fameuse donation au roi que Mazarin fait en 1652, mais il s'agit là encore de sauver finalement ses collections durant la Fronde. Les deux pays achètent largement sur le marché secondaire. Presque rien n'a pu être acheté aux ventes directes du Commonwealth, autre point commun. Enfin, un autre point commun, c'est le souci évidemment de ne pas acheter de copies. Et dans chaque lettre qu'il envoie de Bordeaux, quasiment en 1654, Mazarin insiste sur cette absolue nécessité. Être trompé par des faux ou des copies est indigne, bien sûr, du rang de prince ou de cardinal collectionneur, en plus d'une potentielle perte financière. Des différences notables doivent être soulignées. Néanmoins, les Espagnols recherchent en priorité des peintures qui, politiquement, font sens pour les Habsbourg. Les peintures de Titien, bien sûr, sont les plus recherchées, même si Cárdenas estime parfois qu'elles présentent des défauts. Et il faut rappeler, après Jonathan Brown, que les Habsbourg de Madrid continuent à pratiquer ce fameux collectionnisme mémoire, qui avait vu Philippe II, puis Philippe IV, tenter de réunir une grande partie des œuvres réalisées par Titien pour Charles Quint. Le cardinal, au contraire, espère soustraire des œuvres aux Espagnols, ce qui ne relève pas de la même ambition, bien qu'il se montre tout à fait attiré par les peintures du Corrège qu'on lui présente. Et en cela, avoir réussi à acquérir la Vénus du Pardo est une victoire incontestable pour Mazarin. Cette œuvre, elle a été arrachée à prix d'or par Antoine de Bordeaux. Et l'ambassadeur rappelle que cette peinture, donc la Vénus du Pardo de Titien, avait été offerte par Philippe IV à Charles Ier en 1623 lors de son voyage à Madrid. Elle revêt donc un caractère symbolique, politique, diplomatique extrêmement fort. Mazarin se focalise donc sur différentes œuvres qui sont soit convoitées, soit laissées de côté par les Espagnols. Donc on a déjà évoqué ces peintures, donc je ne m'attarde pas. Le Vénus, Satyre et Cupidon du Corrège, l'allégorie des un tableau à tempera qui peut également être acquis pour le comte de Mazarin, et enfin la Vénus du Pardo acquise pour 7000 livres françaises, ce qui est un prix absolument considérable. 2 tableaux de Mantegna sont achetés pour le cardinal après l'arrêt des ventes à l'hiver 1654. Un Christ mort en raccourci, donc similaire à celui de la Pinacothèque de Brera, mais qu'on ne peut pas identifier avec celui-ci. Et le Christ portant sa croix, peut-être donc le tableau de la Christ Church Picture Gallery d'Oxford. Si Antoine de Bordeaux parvient à mettre la main sur ces peintures de Mantegna, c'est uniquement parce que l'ambassadeur d'Espagne vient d'y renoncer. Cette correspondance laisse également supposer que 2 autres peintures provenaient de Mantoue via l'Angleterre, donc un Saint-Jérôme et un Hercule sur un bûcher, tous deux de Jules Romain, tous deux perdus. Voilà pour les réussites à mettre au crédit d'Antoine de Bordeaux, qui manque néanmoins 2 peintures du Corrège, convoitées par Mazarin. L'allégorie des vertus, le pendant de l'allégorie des vices, qui est au Louvre, qui avait déjà été acheté pour le comte de Jabac, qui le revend ensuite, comme on sait, à Louis XIV. Et puis l'éducation d'amour, donc à la National Gallery, qui avait déjà été achetée par les Espagnols et avait déjà quitté l'Angleterre. Par ailleurs, une importante œuvre de Mantegna est passée aux mains des Espagnols, La mort de la Vierge, donc au Prado, qui sera offerte à Don Luis de Haro, à Philippe IV, une fois arrivé en Espagne. J'ai mis le pendant baroque, le Caravage, La mort de la Vierge, acquise, elle, par Évrard Jabac, qui provient également des collections des Gonzague de Mantoue, mais qu'on retrouve au Louvre, puisque Jabac l'a revendu à Louis XIV. Plus que par goût pour ces peintres, donc, ou pour les thèmes développés, je pense, c'est le parcours des œuvres qui l'intéresse, leur statut symbolique, mais aussi, et par conséquent, le fait d'en priver
Philippe IV, déjà détenteur de quelques chefs-d'œuvre. Parce que le contexte international le permet, aussi parce que ses finances sont consolidées, Mazarin est disposé à débourser de très fortes sommes d'argent pour priver les collections espagnoles de ce qu'elles recherchent le plus, parfois beaucoup plus cher que ce que les Espagnols ont payé au début de la dispersion des collections anglaises. D'une part car leur valeur a beaucoup augmenté du fait de la rareté des biens en circulation. Et le marché secondaire prouve que les prix sont pas uniquement du simple au double, parfois 10 fois plus élevés. D'autre part parce que les premiers acheteurs sont contraints de vendre. Un particulier ne sait que faire d'une peinture de Titien ou de Raphaël. Ces premiers acheteurs sont contraints de vendre et ils sont parfaitement conscients de cette concurrence et ils font monter les enchères. Enfin, les achats de Mazarin sont tributaires, bien sûr, de ce très long rapprochement franco-anglais qui débute finalement après la paix de Westphalie et qui s'achève bien tardivement en 1657. Si l'on replace dans leur contexte diplomatique les missives échangées entre Mazarin et de Bordeaux, on se rend compte assez aisément que ce qui préoccupe le cardinal en 1653-55, donc au moment où il achète, c'est la signature d'un accord avec Cromwell. La place des échanges artistiques est somme toute relativement limitée dans ces échanges. Et ce qui préoccupe Mazarin, bien sûr, c'est l'assurance que Cromwell ne s'alliera pas à l'Espagne. Il est finalement légitime donc de se demander si la lutte pour l'acquisition des peintures ne constitue pas un simple volet, un corollaire de la joute diplomatique. Depuis 1648 et la signature des traités de Westphalie, Françaises et Espagnols n'ont pu s'entendre. Philippe IV s'obstine à réclamer, en dépit des échecs militaires, la restitution de tous les territoires conquis. Ce fut l'un des principaux reproches faits à Mazarin, d'ailleurs, d'avoir dû continuer la guerre avec l'Espagne alors que l'Europe était enfin en paix. L'Angleterre, elle, est restée en retrait depuis le début de la guerre civile, mais au début des années 1650, elle en termine avec les séquelles de cette décennie, et elle est devenue tout à fait évidemment une puissance militaire, tant sur terre que sur mer. Cromwell jouit d'un immense prestige en Angleterre, et pour les Anglais, la menace finalement semble venir davantage de Hollande que des puissances catholiques. Et durant les années 51-54, l'Angleterre doit soutenir la première guerre commerciale suite à l'acte de navigation, donc avec la Hollande. L'Angleterre donc se cherche d'autres alliés. Et les deux puissances continentales catholiques, la France et l'Espagne, lui font les yeux doux. Tout d'abord, l'Espagne a reconnu officiellement le gouvernement de la République en 1649. L'ambassadeur espagnol a pu rester en place à Londres. La France, elle, non seulement du fait de la Fronde, mais aussi de l'hostilité de la noblesse et de la cour, a mis plus de temps et n'a reconnu le Commonwealth qu'en décembre 1652. Durant 4 ans, France et Espagne se disputent les faveurs de Cromwell, dans l'espoir d'un appui militaire anglais dans leur propre conflit qui s'éternise et qui n'a pu être réglé en 1648. Embourbée dans les guerres domestiques de la Fronde, la France de Mazarin aurait dû échouer à obtenir une alliance avantageuse avec Cromwell, et l'Espagne, en 1652, vit ce que l'on a appelé son année admirable. Comble de l'horreur, en 1652, à Bordeaux, l'Ormée négocie avec Cromwell et les milieux protestants radicaux des Niveleurs. En septembre 1652, Mazarin écrit au prince Thomas de Savoie-Carignan, qui est généralissime des armées de France et de Savoie en Italie. Il lui écrit la chose suivante à propos du prince de Condé, par ailleurs. Votre Altesse voit bien qu'il n'est pas fort aisé, dans la constitution où en est présentement le royaume, de conduire bien les affaires avec une guerre étrangère et une domestique. En effet, cette lettre fait suite quasi immédiatement à la prise de Dunkerque par les Espagnols, après que la flotte française a été attaquée par des navires anglais sans déclaration de guerre. Il faut à tout prix trouver un appui extérieur permettant de faire pencher la balance en faveur de la France. L'Angleterre de Cromwell est la seule en mesure de fournir ce supplément d'armes indispensable à la victoire. Il est toujours compliqué de s'allier avec une puissance hérétique, républicaine et surtout régicide.
Mazarin, mettant ses considérations de côté, estime cependant, à la fin de l'année 1652, et devant la situation quand même très critique du royaume, que le moment est venu d'envoyer un diplomate dûment accrédité qui reconnaîtrait le régime issu de la guerre civile et son chef. Parce que le rapport de force pousse Mazarin à rechercher l'alliance anglaise, parce que également il a préparé son retour en France, les conditions sont réunies pour acheter des œuvres à Londres. On peut donc penser que la concurrence avec l'Espagne en matière artistique au cours de toute l'année suivante découle très essentiellement de l'évolution du contexte international et français. Mais rien n'est gagné d'un point de vue diplomatique. Durant toute l'année 1653, Mazarin craint l'alliance de l'Angleterre avec les Espagnols, avec la ville de Bordeaux, avec Condé. Cromwell fait traîner les négociations, celles de Bordeaux pour la France, celles de Cardenas pour l'Espagne, celles de Condé, même celles pour la paix avec la Hollande. Et l'année 1653 est bien celle de la concurrence politique, artistique entre l'Espagne et la France, alors que les prix flambent. J'ai reporté ici le problème de la hausse très brutale des prix des œuvres sur le marché secondaire, donc à l'automne 1653, et les difficultés à exporter les œuvres. Le taux de change est lui aussi très élevé, ce que Antoine de Bordeaux souligne tout au long de l'automne 1653. Je me suis informée de quelques banquiers comment on pourrait ménager le change qui est aujourd'hui à 54%, personne ne voulant avoir affaire en France, crainte d'une rupture. Il faudrait l'envoyer, il parle d'une œuvre, il faudrait l'envoyer sous mon nom, crainte que les Anglais même ne le prissent. On peut dire que les choses sont relativement mal engagées. Encore en mars 1654, et c'est vrai que la guerre anglo-hollandaise n'est toujours pas terminée, il baisse dans la croyance que l'on a de l'accommodement tant avec la France qu'avec la Hollande, et aussitôt qu'il court quelques bruits contraires, il augmente le taux de change. Et depuis que je suis en Angleterre, je ne l'ai pas vu 30 jours de suite en même état. Dans ce contexte d'incertitude, Mazarin ne ferait-il pas tout son possible, en fait, pour hâter les acquisitions, craignant une rupture avec l'Angleterre, craignant vraiment une rupture avec l'Angleterre et l'impossibilité de faire sortir quelque œuvre que ce soit de l'île. Une lettre de Bordeaux du 18 décembre 1953 révèle les incertitudes liées au passage de la République au protectorat sur les perspectives d'alliance. J'aurai assez de loisirs pour exécuter ces ordres, donc ceux de Mazarin, sans faire de préjudice aux affaires de Sa Majesté, dont le changement de régime retardera encore la conclusion. Et dans la même lettre, Bordeaux fait état des dangers du transport des œuvres. Je chercherai des voies sûres pour envoyer tous ces tableaux. L'on me conseille plutôt la voie de Calais que de Dieppe ou de Rouen, à cause des grands dangers de la mer et des pirates de toute nation qui sont vers ses côtés. La fin de la guerre commerciale entre l'Angleterre et la Hollande en avril 1954 donne de l'espoir à l'ambassadeur. Ils étaient à bon prix, il parle de vaisseaux de guerre, il y a 6 mois. Présentement que la guerre est finie et le commerce ouvert, ils seront plus chers. Début 1954, Mazarin prend 2 résolutions. Déjà, doubler Antoine de Bordeaux d'un homme de confiance, qui est Paul de Basse, qui réussirait peut-être mieux que l'envoyé officiel à convaincre Cromwell. C'est un échec cuisant, puisqu'en juin, les relations franco-anglaises sont au bord de la rupture. En effet, de Basse est accusé de fomenter un complot contre Cromwell et est expulsé d'Angleterre. Mazarin se décide donc de conférer à de Bordeaux la dignité d'ambassadeur qui lui avait été promise et dont le retard diminuait sa crédibilité à Londres. Mazarin craint-il un intérêt accru de Cromwell pour les anciennes collections royales, depuis qu'il est seul à gouverner? C'est possible aussi. C'est ce que Jerry Breton a montré dans son dernier ouvrage. Il a montré comment le changement de régime politique a entraîné une modification sensible de l'attitude de Cromwell à l'égard de tout ce qui passait auparavant pour du décorum royaliste ou de l'idolâtrie. Mazarin montre son intérêt pour des tapisseries dont il sait qu'elles sont aux mains du protecteur. De Bordeaux annonce en janvier 1954, puisque tous les biens non aliénés ont été donnés à Monsieur le Protecteur et qu'il va loger dans le palais royal, tous ces meubles lui seront nécessaires. Et Mazarin lui répond, il ne faut plus songer aux tapisseries, car assurément elles serviront à Monsieur le Protecteur.
En matière de peinture, Mazarin se focalise dès l'automne 53 et surtout à partir de 54 sur les Van Dyck, puisque les maîtres anciens sont devenus excessivement rares et chers. Je passe puisqu'il en sera fait mention certainement tout à l'heure. Mais je rappelle qu'il recherche presque exclusivement des figures d'aristocrates, hein, dont il imagine peut-être qu'elles ne seront pas prisées de Cromwell. Enfin, en tout cas, là, les interrogations, évidemment, peuvent être nombreuses. Les Espagnols abandonnent alors la partie, ce qui signe non leur défaite en réalité, mais au contraire leur victoire au sein de cette compétition, car les plus belles peintures sont déjà entre leurs mains et ont été expédiées vers l'Espagne. D'un point de vue diplomatique, en revanche, l'Espagne sort perdante de ces années de négociations. Le contentieux persistant entre l'Angleterre et Philippe IV au sujet de la liberté de commerce avec les Indes occidentales aura raison des efforts de l'ambassadeur espagnol. Les tractations entre Mazarin et Cromwell sont encore longues, et ce n'est qu'en 1655, en novembre 1655, que le traité de commerce de Westminster entre la France et l'Angleterre est signé, l'alliance militaire 2 ans plus tard encore, enfin 1 an et demi plus tard. Mazarin a su manœuvrer pour amener Cromwell à choisir le camp français, même si finalement, l'échec des négociations anglo-espagnoles autour du monopole colonial ont été décisifs, probablement, dans le choix final du protecteur. Cromwell, dont Clarendon, historien des guerres civiles, écrira plus tard qu'il avait été enrichi par les princes d'Europe qui ont soutenu le régicide en décorant leur palais à Madrid, à Paris, à Bruxelles, etc., avec les dépouilles des collections des Stuarts. Je voudrais juste faire une conclusion un tout petit peu plus large. Les chefs-d'œuvre qui ont été mis en vente, finalement, restent aux mains de l'élite politique et économique, mais surtout politique. Il n'y a eu aucune intention muséale au départ, absolument aucune. Il est vrai que les rares initiatives en la matière étaient italiennes, et encore bien rares. Ces chefs-d'œuvre sont des objets de concurrence internationale, on l'a vu. En Angleterre, très peu sont restés aux mains des citoyens anglais qui les avaient reçus en paiement des dettes du roi. Et en France, eh bien, on assiste au dernier feu du collectionnisme privé qui ne reprendra qu'après le règne de Louis XIV. Jabach est probablement le véritable gagnant des ventes des collections de ce qu'on a appelé le groupe de Whitehall, Arundel, Buckingham, Hamilton. Mais il vendra sa collection, la plus grande partie de sa collection, à Louis XIV, tout comme les héritiers de Mazarin revendront une grande partie de la leur au grand roi. Je vous remercie.